Bonjour à tous, vous êtes sur la 89.5 Kavi FM et sur Kavi TV en synchronisation sur nos différentes plateformes de diffusion. Bienvenue dans Le Scanner, votre nouvelle émission de débat constructif sur le média du développement. C'est désormais notre quotidien. Nous serons ensemble du lundi au vendredi quand il sera 9 h pour décortiquer l'actualité majeure. Merci d'être nombreux à notre compagnie. Au menu de ce premier numéro de la semaine, premier numéro aussi de cette émission, le scanner. Le phénomène devient très préoccupant. Les autorités guinéennes ont du mal à le cerner. Les hors-la-loi continuent de s'aimer la terreur dans l'arrière-pays. Vendredi dernier, c'est la maison d'arrêt de Siguiri qui en a payé les frais. Des hommes armés à bord d'une moto y ont ouvert le feu. Une scène digne d'un film d'action qui n'a duré que quelques minutes grâce à l'intervention des agents de sécurité présents sur place. Pas de cas de mort, mais l'évasion d'un détenu connu sous le nom de Dramé, condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a été signalé. Le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Siguiri, Juan Anof, a annoncé que des enquêtes ont été déjà ouvertes. Nous reviendrons sur le film de cet événement avec Ibrahima Faraba Kamara et les journalistes à Yoma Media Siguiri. C'est l'une des plus grandes réussites de la justice guinéenne. Les autorités de la transition ont mis les bouchées doubles pour mettre fin à la cavale du belgo-marocain qui s'est évadé le 5 juin dernier de la maison centrale de Conakry alors qu'il prétendait se soigner à l'hôpital Yasdine. Ibrahim Arlal a été arrêté le lundi 17 juillet 2023 en Mauritanie par l'Interpol, puis extradé vers Conakry où il a été placé en détention dans une cellule sécurisée à la maison centrale. Il faut rappeler qu'en mars 2020, il s'était déjà échappé de la prison de Saint-Gilles en Belgique. En attendant de situer les responsabilités sur les circonstances exactes de son évasion de la prison de Conakry, peut-on dire que cette extradition est la preuve palpable de l'investissement des pays dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, mais aussi leur engagement pour que les criminels ne puissent
échapper à la justice en se réfugiant dans d'autres pays. Analyse de nos chroniqueurs à suivre dans cette émission. Pas de conseil des ministres ni de conseil interministériel cette semaine. L'annonce a été faite lors du dernier conseil des ministres. La décision fait suite à l'évaluation à laquelle seront soumises les membres du gouvernement de la transition. Elle démarrera ce lundi et se poursuivra toute la semaine. Question alors, en quoi cette évaluation est-elle nécessaire? Que recherche le président de la transition? Devrons-nous s'attendre à un futur remaniement ministériel? La réponse, c'est dans un court instant. Dans cette émission également, nous parlerons du train Conakry Express qui est à l'arrêt depuis plus d'un mois. Selon les informations de nos confrères du site Mosaïque Guinée, une panne technique serait la cause et une situation qui passe sous silence puisqu'aucune communication officielle n'a été faite à ce propos. Il faut dire que l'arrêt de ce train va impacter négativement le quotidien de plusieurs passagers du trajet Kagbelen-Kaloum et ces derniers sont d'ailleurs obligés de garder leur mal en patience. Nous parlerons également de sport dans cette émission. Les autorités sportives s'acheminent-elles vers une véritable sortie de crise? Les membres statutaires au nombre de 65 ont voté à l'unanimité le nouveau test ce samedi. Il sert à créer l'effet boomerang pour mettre fin à la crise qui mine l'instance dirigeante du football guinéen depuis 2 ans. Le processus devrait mener à l'élection de nouveaux dirigeants à la tête de la Fédération guinéenne de football qui, depuis plusieurs années maintenant, est dirigée par le comité de normalisation CONOR. Quels sont les avantages de cette démarche pour la bonne marche du football guinéen? Vous aurez les réponses de notre spécialiste maison des questions de sport, Abdoul Major Diallo, si je ne me trompe. Voilà, entre autres sujets à débattre dans cette émission. Vous êtes dans le scanner. Nous sommes ensemble pour 1h30 de débat et nous mettons la machine en marche. Première saison, lui, il est à ma droite, Alpha Diallo, bonjour. Bonjour à tout le monde, aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est pour moi un grand plaisir de participer au premier numéro de Kavi Média et de Kavi FM. Alors, sans plus tarder, vous me permettrez de tu parlais de ce bonus alpha. De ce bonus... alpha, un alpha qui s'adresse à ses militants après plus d'une année. Donc, votre journal vient d'en faire cas et l'ex-président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est adressé à ses militants et militantes. D'ailleurs, c'était pour ses militantes. Et cela donne, parce que quand on a programmé qu'il doit s'adresser, il y avait un engouement extraordinaire, tout le monde s'est développé. Alors, c'est dirigé vers le QG du RPG. Alors, quelle est la véritable question? Pourquoi n'a-t-il pas parlé? Cette question mérite quand même une certaine réponse. Alors, pour moi, chacun pourrait avoir les analyses propres à lui, mais les miennes, c'est que c'est de dire le RPG est en train de requinquer, remobiliser ses troupes. Pour vous, Alpha, Alpha ne veut pas Alpha. Le professeur Alpha, l'ancien président, ne veut pas laisser son fauteuil. Bon, en fait, il doit pouvoir accepter laisser cette fauteuil, mais le plus important, ce n'est pas de savoir qu'il a laissé, c'est de savoir quel est le sort du RPG. Le RPG est en train de se diriger exactement vers le PIP, le PDG RDA, puisque en quête de leader, regardez comment on peut, pour mobiliser des gens au siège, il faudrait qu'on dise qu'il va parler, il ne parle pas. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi il n'a pas parlé d'une mauvaise connexion. Donc, en fait, ça ne pourrait pas être une mauvaise connexion. Mais il pouvait bien parler puisque les gens les ont vus. Et Alpha, on parle d'une mauvaise connexion. Non, mais ce n'est pas des arguments. Mais vous savez, généralement, il y a un principe classique. Quand vous accordez de l'argent à une personne, généralement, cette personne devrait faire mieux, être sage et ne pas faire des déclarations politiques. Il se pourrait que
le professeur Alpha Condé ait été rappelé à l'ordre par la Turquie pour dire attention, on a nos intérêts en République de Guinée, si on t'a accordé l'asile, il faut faire attention. Deuxièmement, c'est juste de savoir effectivement pourquoi le RPG craint, parce qu'il y a le scénario politique, le bureau national, mais il n'y a pas de base en réalité. Si aujourd'hui nous vérifions bien, il y a les dirigeants, mais il n'y a pas assez de base. Oui, Amadou Major, j'allais dire Diallo au lieu de Abdoul Major Diallo. Bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Je rappelle que vous êtes notre consultant sport, des questions de sport dans cette émission, et vous serez avec nous le long de cette première saison, pourquoi pas, avec vivre toute l'aventure. Ouais, c'est un plaisir qui est partagé, surtout si on parle de football et les actualités qui se déroulent en Guinée, c'est extrêmement important. Et j'en suis sûr que les téléspectateurs et les auditeurs ils vont prendre du plaisir et assez d'informations. Et félicitations au Sili Basket U16, si je ne me trompe, pour cette brillante victoire. Le trophée doit venir à Conakry mardi. On y reviendra tout à l'heure quand il s'agira de parler de sport. Je me tourne vers cet autre. Lui, c'est aussi un autre Diallo. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Merci de vivre cette aventure avec nous. Merci, premier numéro de cette émission. Le scanner. C'est un plaisir de commencer cette histoire, parce que c'est une histoire qui commence. Entre nous, c'est une aventure qui commence à s'écrire. Donc, je pense que c'est un grand plaisir et tout mon souhait, c'est de justement pouvoir poursuivre cela dans les conditions les plus idoines. Évidemment. Et nous allons parler de ce phénomène qui devient très très grandissant en République de Guinée. Ces cas d'évasion, on a quand même vécu la semaine dernière ce cas qui s'est produit à Siguirim. Nous prendrons certainement tout à l'heure la direction de Siguirim pour comprendre avec notre correspondant, notre confrère, Ibrahima Faraba, qui va un peu nous expliquer ce qui s'est réellement passé de ce côté et quelles sont les dispositions prises. Mais en attendant, Yaya, comment tu perçois tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités militaires ont prouvé leurs limites? Est-ce que le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Défense, sont incapables d'assurer la sécurité de nos prisons? Non, mais écoutez, je pense que c'est un phénomène quand même assez gravissime, parce que la maison centrale de Koronti, les évasions fajonent depuis plusieurs années, disons, et c'est au niveau des maisons d'arrêt à l'intérieur du pays. Mais laissez-moi faire d'abord une description de cet appareil judiciaire, notamment ces lieux de détention dont on parle, les maisons d'arrêt, je vais dire, dans les différentes régions, dans les différentes préfectures. Je crois qu'on a une sorte de cabaret que nous en avons, justement. Ce n'est pas des prisons qui répondent justement aux critères idoines. Je pense que c'est ici un moment idoine pour rappeler justement au ministre de la Justice que justement il y a véritablement un problème. Nos prisons ne sont pas sécurisées. Mais non seulement c'est pas sécurisé, mais je crois que la question architecturale justement, parce que quand on parle de la prison, c'est justement d'abord l'architecture, c'est justement d'abord les infrastructures, je vais dire. Donc les infrastructures, je crois que ça laisse à désirer, c'est un véritable problème. Donc je pense que c'est une question qui interpelle Charles Wright pour dire que... Pas que Charles Wright, il y a le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo. Effectivement. Il y a celui de la Défense, le général Idi Amin, justement, à la retraite. Parce que vous parlez de ce cas de Sigri quand même. C'est à 14h quand même que cette opération... en pleine journée. En pleine journée. C'est pas qu'à Koya, à Kanka on a vécu la même chose. Pas qu'à Sigirim, pardon. À Kanka, à Koya, on a vécu les mêmes scénarios. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et cela, justement, précède à cette récente grève de ces gardes pénitentiaires qui, il faut dire, ne sont pas du tout prises au sérieux. Donc je pense que c'est une véritable problématique qui se pose. Et à mon avis, et je l'ai dit tantôt, il faut encore une fois... Il faudrait que les deux ministères puissent se bouger rapidement. Effectivement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de synergie pour essayer encore une fois de renforcer la sécurité au niveau de ces infrastructures pénitentiaires. Donc je pense que de ces lieux de détention, je vais dire, évidemment, je pense qu'il y a justement un véritable problème. Les gardes pénitentiaires, à mon avis, c'est des gens qui sont complètement désarmés, qui n'ont pas une formation adéquate, qui peuvent justement les permettre de maintenir ou d'arrêter un quelconque justement assaillant de cette envergure-là. Évidemment. Oui, Alpha, je me tourne. Parlons de ce sujet, parce que c'est une actualité brûlante. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez la même idée
ou je vais dire la même projection que Charles White qui prévoit quand même d'armer ces gardes pénitentiaires qui sont quand même en manque de formation. C'est une évidence, il faut les armer puisque s'ils ne sont pas armés... Pour quelqu'un qui n'est pas formé, Alpha. Mais en fait, il faut les former. Les donner les armes suppose au préalable leur donner la formation pour utiliser ces armes. Je ne sais pas si vous avez suivi les gardes pénitentiaires du procès du 28 septembre ont suivi des formations rapides en entraînement et autres. Donc on peut les former, ce n'est pas une mission impossible. Même si ce n'est pas dans le même ordre d'idée. Non, ce que je dis, ce n'est pas une mission impossible. On peut les former. Imaginez qu'une prison est attaquée. Est-ce qu'un garde de la pénitence pourrait, à cause de 700 000, 600 000, parfois il a du mal à avoir ça, risquer sa vie? Il ne peut pas. Il va à ce truc et il n'a pas d'armes. Et moi, je pense qu'il faut exclure toute hypothèse de faire intervenir le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. Puisqu'on peut les armer, les faire résoudre. Garder une prison, c'est un chemin, c'est de la pédagogie. Il y a assez de choses à l'intérieur de la prison, qu'il n'est pas forcément d'enfermer la personne. Il y a de l'éducation, il y a de la manière comment emprisonner les gens. Donc, il faudrait laisser la prison à la garde pénitentiaire. Il faut les former pour qu'ils deviennent des gardes modernes. Et ça, ce n'est pas discutable. Il faut aller, il faut investir. Le budget existe et il faut bien payer les gardes il faut bien payer la garde pénitentiaire. Donc sur toute la chaîne, il faut reprendre le processus. Oui, mais ça ne demande pas beaucoup de trucs. Ils sont déjà recrutés. Ils sont parfois. Ça ne demande pas assez d'efforts. Il faut les former. Quand vous êtes enseignant, il faut qu'on forme à enseigner. Quand vous êtes de la garde pénitentiaire, il faut que vous soyez formé pour ça. Donc ce n'est pas trop demandé à l'État que de former des gens qui en ont besoin et qui sont au service de la nation. Et ces prisonniers, vous le savez, quand ils sont libérés, parce que ce qui s'est passé à Sigiri, on vous le dit, qu'ils sont venus sur une moto et ils ont utilisé les armes. Et c'est en face d'une cité où il y a l'armée. Donc même si ça tire, comme il peut bien surprendre ces gens-là, ils ne sont pas armés, les mettre au respect. Alpha, moi, j'ai eu au téléphone le préfet qui me parle de 1000 policiers pour toute la région de Sigiri. Ouais, quand même, c'est quand même le ratio. Qui est aujourd'hui très peuplé, 1,5 million d'habitants. Oui, mais parler de la police en pareille circonstance, éluder la situation, c'est contourner. Il ne s'agit pas de la police, il s'agit plutôt de la garde. La police est plus proche de la population. Non, la police n'est pas spécialisée pour la garde pénitentiaire. Parce que on peut pas. La sécurisation. Non, c'est pas. Parce qu'à l'interne, c'est la garde pénitentiaire. La sécurité en général. Le ratio est très petit. Ça, c'est en général, ce n'est pas seulement à Sigiri. Dans la plupart de tout, même à Conakry, si vous regardez les ratios, c'est très peu. C'est un policier pour 1000 habitants. Et si vous calculez le nombre de policiers, il y a un surnombre dans des calculs qui ne sont pas assez rationnels parce qu'il peut y avoir des surcharges quelque part, mais il y a vide d'un autre côté. Donc il y a une mauvaise exploitation des effectifs de la police, mais aussi de la garde pénitentiaire, sans oublier que les prisons sont très anciennes, souvent datées du temps colonial, et vous savez qu'on les a rénovées en mettant de la peinture. À l'arrivée de Charles White, je ne veux pas tout peindre en noir, Alpha. Charles White a quand même, il a fait une sortie. Il n'a construit aucune prison. Dans cette sortie, il disait qu'il allait construire quand même des prisons. Il allait quand même essayer même la maison centrale de Conakry. Vous savez, en Afrique, on a peur de construire les prisons. Et en Afrique, il y a quand même là-dedans, si tu construis une prison, tu risques d'y être, de laisser ta peau. Et finalement, tous les projets... À quoi ont servi ces caméras de surveillance? Si aujourd'hui on parle toujours d'insécurité dans ces prisons. Non, vous savez, il n'y a pas de caméras. Si on vous dit qu'il y a des caméras, c'est peut-être à Conakry. C'est à Conakry, mais il n'y a pas de... Les caméras ne peuvent pas exister à l'intérieur. Je ne pense pas que ces caméras existent. À quoi elles ont servi, ces caméras de surveillance? Écoutez, déjà il y a cette insécurité grandissante. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ces appareils sont opérationnels? Parce que c'est là la question. On peut justement... Est-ce que ça ne sert pas de la figurine? Puisque certainement... On peut peut-être nous dire, puisque quand vous arrivez au niveau de la maison d'arrêt de Conakry, vous voyez très bien la présence de ces caméras de surveillance, mais en réalité, est-ce qu'elles fonctionnent? Sinon, à mon avis, on pouvait très bien retrouver justement, tout au moins, prévenir ces arts de phénomènes. Mais là, aujourd'hui, quelle est la solution? Quelle solution préconisez-vous? Peux-tu en tout cas donner quelques pistes de solutions? Parce que c'est bien beau quand même de critiquer, mais aussi il faut donner des pistes de solutions à ces ministres aujourd'hui. Oui, justement, en fait c'est un constat que nous sommes en train de faire. La solution, à mon avis, elle est très simple. Au niveau de la maison d'arrêt de Conakry, il faut complètement refaire la prison. C'est le nombre, ou disons la population carcérale. Je crois qu'elle était destinée à quelque chose de 500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes
nous sommes à peu près plus de 1500 personnes qui sont incarcérées. Donc je pense qu'il faut revoir encore une fois, il faut reconstruire complètement la maison d'arrêt, il faut l'adapter à la situation actuelle parce que c'est le premier régime quand même qui a construit donc, la maison d'arrêt de Koronti et aujourd'hui nous sommes à peu près 50 ans qui nous séparent de l'ancien régime, ce qui veut tout simplement dire, encore une fois, il faut mettre complètement la maison d'arrêt à jour et permettre à ces cons, parce qu'on a quand même de camps criminels quand même qui vivent. Attention, on ne peut pas quand même négliger cette question-là. Vous voyez très bien que ce monsieur qu'on a libéré du côté de Sigiri... Oui, du côté de Sigiri, il est condamné à 15 ans. À 15 ans, c'est un criminel. Donc on ne peut pas quand même se permettre... Une attaque à main armée. Hein. Une attaque à main armée. Oui, mais on nous apprend qu'il communiquait avec ses deux assaillants. C'est-à-dire les deux qui étaient à moto, qui tiraient, communiquaient avec le criminel. C'était un bandit de grand chemin, il faut le dire, Alpha. Quand même, disons, c'est facile d'attaquer. C'est facile d'attaquer un endroit où vous savez que les gens qui y sont pas armés. C'est quand même une certaine évidence. Et là, sur la question, j'appuie beaucoup l'idée de M. Charles White d'armer et de former, bien sûr, parce qu'il y a ce préalable. Je pense qu'il n'avait pas à donner ce détail. Il l'aurait fait sans le dire publiquement. Oui, je pense qu'il va y penser. Hein. Oui, aujourd'hui, il faut aussi craindre, hein, Alpha. Il faut craindre. Vous avez tout à l'heure parlé de ce manque de formation de ces gardes pénitentiaires, mais il y a aussi un autre aspect, c'est cette corruption qui gangrène ces prisons. Aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, le cas de Arlal, ce belgo-marocain s'est échappé contre 30 000, on nous parle de 30 000 $. Mais que voulez-vous si quelqu'un est payé à 600 000, à 700 000? Que voulez-vous quand on lui propose même 1 million? En réalité, un sac d'oignons coûterait 750 000. Il ne pourrait pas se l'acheter en cas de baptême. Et honnêtement, il faudrait être efficace en disant qu'il faut les payer quand même en fonction du minimum, du minimum social de la République de Guinée. Il faut les respecter. C'est ce dont ils ont besoin. Il faut qu'ils soient respectés, qu'ils soient considérés comme les autres fonctionnaires. Puisque les agents de la garde pénitentiaire, ce sont des agents, sont des fonctionnaires. Pourquoi pourrait-on les payer parce qu'ils n'ont pas de diplôme à 600 000? Alors il faut les accorder un statut particulier, au moins pour qu'ils aient 3 millions, pour qu'au moins certaines personnes qui sont conscientes, quand on leur propose des montants, qu'ils soient à même de dire que ça ne l'intéresse pas. Mais 600 000, 700 000, alors on vient te proposer 30 000 €, qui va le refuser. Ce qui veut tout simplement dire que c'est des candidats à la corruption qu'on est en train de préparer parce que, comme l'a si bien dit mon cher ami, vous ne pouvez pas quand même avoir un tel salaire aussi lance-roquette que cela puisse être. Un salaire minable. Mais peut-être, quand vous partez, je vous invite à y aller au niveau de la maison centrale, vous verrez très bien que ces gens-là sont à la disposition de certains détenus qui vivent là-bas et quelquefois qui peuvent être des criminels, mais puisque c'est de l'argent... Ils sont même pris en charge par ces derniers. Tout à fait. Donc ils font leurs affaires. Ces détenus. Parce que ça reste à confirmer. Or, on nous apprend qu'il y a certains même qui sortent pendant les nuits justement pour se balader dans la ville de Conakry. C'est une hypothèse qui peut être possible. Oui, en attendant de pouvoir joindre notre confrère Ibrahim Fabara Camara du côté de Sigirim pour nous expliquer un peu les circonstances de cette évasion. Nous allons avancer sur cet autre sujet puisqu'on parle toujours de maison d'arrêt, de prison. On va parler d'évasion de ce belgo-marocain qui est quand même parvenu. Finalement, il a été arrêté par l'Interpol, mais on a quand même vu les autorités guinéennes se mobiliser comme une seule personne pour pouvoir extrader et arrêter ce bandit de grand chemin aujourd'hui qui se retrouve à Conakry. Une phrase très, très, très importante, Alpha, quand on parle de cellules sécurisées. Ça vous dit quoi? Bon, vous savez, ici, généralement, je pense que si nous restons dans l'hypothèse de l'extradition, c'est quelque chose de très important. C'est en termes du droit international. Vous savez que c'est une procédure par laquelle une personne, un État demande à un autre État de l'envoyer une personne, soit pour la juger, soit pour lui faire subir les condamnations dont elle a fait l'objet. Alors, sur cette question, moi, je pense qu'il faut être clair.
il faudrait, ce monsieur, si on ne peut pas le garder, il faut l'envoyer en Belgique, puisque eux, ils ont les moyens. C'est vrai que je ne sais pas s'il s'est échappé pour la première fois, mais il faut l'envoyer en Belgique. Il ne faut pas garder une personne qui a même, d'après certaines propositions, de proposer 30 000 € à des agents. C'est extrêmement grave. Il faut l'évacuer, puisque les principes de l'extradition, je pense que c'est rempli. Et parmi ces principes classiques, il faudrait qu'il y ait accord ou pas, l'État guinéen peut extrader ce monsieur. Deuxièmement, je pense que les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont également incriminées en République de Guinée. Donc, on peut l'extrader en Belgique sur ces questions-là. Et troisièmement, il faudrait, je pense que ce n'est pas pour des raisons politiques, parce que les extraditions pour des raisons politiques sont souvent quand même éludées. Est-ce qu'aujourd'hui, ça montre la volonté des pays à lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière? Parce qu'il est quand même parvenu, il est sorti du pays. Et quelle voie a-t-il utilisé aujourd'hui en attendant de situer les responsabilités ici à Conakry, de savoir qui a aidé ce belgo-marocain pour son évasion, qui l'a aidé de sortir de Guinée, en attendant de clarifier tout ça, mais quand même il y a cette cohésion, cette unité d'action entre les États qui se battent maintenant pour que les criminels puissent être jugés. Oui, mais évidemment, il va de leur survie. En réalité, les États pour survivre, parce qu'aucun État n'a intérêt à garder un délinquant. La délinquance, c'est quelque chose qui est contre-productif pour les États. Et finalement, ils ont compris, il faudrait qu'il y ait cette harmonie entre les États pour pouvoir traquer des délinquants partout où ils se trouvent, puisque si c'est pourquoi je parlais tout à l'heure des réserves sur des questions politiques, mais si c'est sur des questions de droit commun, des infractions de droit commun, les États ne trouvent aucun problème, même s'il n'y a pas un accord au préalable, d'extrader une personne, et chacun va s'enlever une épine sur le pied en extradant un délinquant et pouvoir être tranquille pour sa population. Nous n'arrivons toujours pas à joindre notre confrère du côté de Sigiri. Oui, on parle de cette évasion Yaya Diallo. Et justement, aujourd'hui, Diallo vient de le dire, l'autre Diallo, c'est-à-dire Alpha vient de le dire. C'est important que les États se donnent les mains. Mais à l'interne, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un tel acte aujourd'hui? Oui, on me signale qu'on a notre confrère du côté de Sigiri qui est déjà en ligne avec nous, Ibrahima Fabara Kamara. Il est journaliste à Dioma Media. Fabara, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'intervenir sur Kavi FM et Kavi Média dans cette émission Le Scanner. Dites-nous, Fabara, la semaine dernière, la maison d'arrêt de Sigiri a été victime d'attaques à main armée de 2 personnes à bord d'une moto et une évasion a même été enregistrée. Expliquez-nous un peu les circonstances, vous qui étiez sur place. Voilà, évidemment, c'était le vendredi, après la prière de 14h, entre 14h et 15h, la prison civile de Sigiri, nommant maison d'arrêt de Sigiri. À partir de 14h, entre 14h et 15h, ils ont reçu la visite des bandits qui étaient venus sur la moto. Et quand ils sont venus, on a eu 2 versions sur leur venue. Bon. Les 2 versions, la première version nous dit que quand ils sont venus, ils ont tiré, ils ont mis au respect le régisseur de la prison et les autres gardes pénitentiaires ont fui et soudain ils ont tiré sur le cadenas qui fermait la porte de la prison. Ils ont tiré sur le cadenas et faire sortir un de leurs et puis prendre leur moto et puis partir. Et la deuxième version nous dit que c'est une première personne qui était venue et soit se faisant accompagner le manger de son ami. Et entre-temps, ils ont demandé à ce que son ami sorte et lui, il était sorti. Maintenant, à côté, dans la cour de la prison, il parlait avec son ami pour lui donner ses choses et les autres sont venus en même temps tirer. Et quand les gens ont fui, ils ont pris leur ami et puis parti. Donc ce sont ces 2 versions qu'on a eues. Quand on a demandé le procureur qui n'a pas voulu intervenir là-dessus parce qu'il nous a fait comprendre que le procureur général de Kankan était en route. Donc il attend à ce que lui, il arrive enfin de faire une communication. Mais il a dit que l'information qui est dans sa main pour le moment,
que c'est les bandits qui sont venus mettre le régisseur au respect et prendre un prisonnier qui était condamné de 15 ans de réclusion criminelle qui répond au nom de Abouakar Sidiki Dramé, dit alias Nabi. Et donc, c'est lui qu'ils ont pris. Et pour le moment, ils sont sur les enquêtes. Et même hier, quand je l'ai appelé, il a dit que oui, quand le procureur général de Kankan était venu, qu'il a demandé à ce qu'il se taise d'abord là-dessus, comme les enquêtes sont ouvertes, et attendre jusqu'à bien de cause. Monsieur Camara, nous voudrions savoir si vous avez pris des informations auprès de la garde pénitentiaire. Est-elle armée? Pardon? Est-elle armée, la garde pénitentiaire qui garde la prison de Sigri? Est-ce qu'elle est armée? Les gardes pénitentiaires ne sont pas armés, mais souvent nous voyons les militaires devant la porte là-bas, 1 à 2 personnes, c'est eux qui sont armés. Et on les voit avec... Ça, c'est avant l'attaque, si je comprends bien. Oui, avant l'attaque. 1 à 2, on voit ça à côté des gardes pénitentiaires. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les dispositions prises dans l'urgence? Est-ce qu'aujourd'hui, un PA est installé au niveau de la maison d'arrêt? Est-ce qu'ils ont déployé des unités? Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui sur place? Voilà, le jour même, il y a les forces de défense qui étaient déployées sur le terrain qui ont encerclé la prison. Bon, aujourd'hui, quand même, la sécurité est renforcée là-bas. Mais toutes les informations qui sont sur notre position, d'abord, ils disent que les enquêtes sont ouvertes. C'est ce qu'ils nous donnent comme information. Donc, pour l'instant, c'est le blackout total, pas de répondant. Exactement. Oui, et Yaya. Alors, c'est la psychose au niveau de la prison de Sigri. Est-ce que vous y étiez? Comment est-ce que vous constatez justement la situation à l'intérieur comme à l'extérieur? Exactement, les gens sont dans les chaos parce que tout le monde se pose la question comment est-ce que des individus peuvent venir attaquer une prison et puis sans que surtout la maison d'arrêt de Sigri est dans une position normalement qui doit être vraiment sécurisée parce que ça fait face à une cité des militaires et juste à côté de cette cité des militaires là, il y a la brigade de recherche de la gendarmerie qui est installée là-bas. Et ensuite, de l'autre côté, ça c'est à l'est, de l'autre côté vers le sud, ça, la route qui passe à la porte même de la prison, ça mène vers la résidence du préfet qui ne fait pas plus de 150 mètres comme ça. Et donc, malgré tout ça là, s'il y a les attaques comme ça jusqu'à prendre un prisonnier et sans qu'il n'y ait de réaction sur place et sans qu'on attaque ces gens-là, tout le monde parle dans les émissions interactives ici que vraiment que Sigiri est dans l'insécurité totale. Donc, c'est la psychose, comme l'a dit notre confrère Yaya. Aujourd'hui, est-ce que, Favara, vous avez des informations sur ce prisonnier qui est en cavale? On parle de se nommer Dramé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez auprès des autorités des informations lui concernant? Est-ce qu'il a été arrêté ou bien jusqu'à présent, il est en cavale? Non, il n'est pas arrêté. Il est jusqu'à présent en cavale. C'est pourquoi l'autorité même n'accepte pas d'abord d'en parler là-dessus. Ils disent seulement qu'ils sont sur les enquêtes. Alors, la dernière. Oui, ce bandit-là dont vous décrivez tout à l'heure un peu justement sa situation et les circonstances dans lesquelles il a été libéré. Expliquez un peu, nous, justement son parcours, puisque c'est quelqu'un qui est très connu de Sigri quand même. Voilà, il y avait eu une désinformation au début, parce que les gens parlaient d'un bandit qui est très reconnu ici à Sigiri, un certain Condé, et qui est souvent cité dans les attaques ici, mais ce n'était pas lui, parce que lui n'est pas arrêté. Quand vous vous souvenez, on avait dit ici que les bandits ont attaqué certains orpailleurs et ils ont apporté de l'or. Donc ce même gars-là était cité dans ça, parce que lui, il est de Sigiri, et son père est connu d'ici. Son père était un opérateur économique, mais lui, il est vraiment hors de la famille. C'est un bandit de renommée. Les gens pensaient que c'était lui, mais ce n'était pas lui. Après la déclaration du procureur, c'est Abouakar Sidiki Dramé, dit alias Nabi. Donc, il peut être ami avec l'autre là. Bon, pour le moment, on ne sait pas. Ce n'est pas quand même lui qui était cité avant comme
la personne qui était venue chercher son ami. En tout cas, merci Ibrahima Fabara Kamara. Je rappelle que vous êtes journaliste à Joma Media. Sigiri, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Kavi TV. Merci. On continue toujours avec ce décryptage parce que vous avez suivi quand même les explications de notre confrère qui parle ici de tout ce qui a été mobilisé comme dispositif sécuritaire maintenant qu'il y a eu évasion. Est-ce que si le gouvernement pensait à installer des PA aux alentours des maisons d'arrêt, on n'allait pas au moins éradiquer, ou en tout cas essayer de mettre fin à ces cas d'évasion, Alpha? Bon, la question qui reste ou qui mérite d'être posée, c'est de savoir si l'État a envie d'arrêter cette situation. Parce que, quand même, pour vous, il n'y a pas cette envie? Non, mais moi, je ne comprends pas. Puisque si c'était la première attaque durant ce temps-là, on peut comprendre. Mais il y a eu l'attaque de Conakry où on n'a sanctionné que le régisseur, on s'est arrêté là. Non, Conakry, ce n'était pas une attaque, plutôt une évasion. D'évasion, c'est la même chose. Parce qu'on attaque pour évasion, on n'attaque pas pour détruire la prison, c'est pour y libérer des prisonniers. Après, on a Koya, c'est récent, hein, c'est très récent. L'État a presque fait des déclarations, il s'est arrêté là. Maintenant, vous savez que les questions, c'est quand même compliqué de relier les choses, mais il faudrait avoir un volet politique dans cette opération pour éviter que le CNRD ne puisse évoquer après des questions sécuritaires pour aller vers un glissement éventuel. Il faudrait aussi penser à cet aspect pour éviter toute situation. Et ça, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont aller jusqu'à ce point, mais la déclaration de M. Gawal à propos de la CNRD, qui a des aspects sécuritaires, nous sommes à côté du Mali Bamako, et vous savez, Sigiri, c'est quand même une préfecture frontalière, et on utilise les termes moto. C'est généralement des choses qui peuvent effrayer et qui pourrait utiliser des aspects sécuritaires pour traîner une situation qui ne mérite pas de l'être. Donc, là, c'est un peu ça. En gros, Yaya, il faut quand même de gros moyens pour essayer de combattre l'insécurité grandissante, surtout ces cas d'évasion. Est-ce que ce soit pour Sigiri, le cas de Sigiri, que ce soit ce qui s'est passé avec le belgo-marocain Aklal. Aujourd'hui, en gros, le gouvernement doit se mobiliser, les autorités de la transition, à l'occurrence le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité, en collaboration avec celui de la Défense, doivent se mobiliser pour éradiquer le phénomène. Je pourrais revenir un peu sur Aklal, puisque je n'avais pas dit mot là-dessus. Juste une précision. Je crois que il était sur justement les derniers réglages sur justement son extradition vers la Belgique. Voilà, donc l'État belge avait demandé à l'État guinéen que le monsieur soit extradé vers la Belgique. C'est dans ces circonstances que justement Aklal a justement pris la poudre d'escampette. Donc c'est pour vous dire encore une fois que c'est vrai que Charles l'a rappelé, il est dans une cellule ultra sécurisé, c'est parce que sont en train de... Là, c'est toi qui utilises ultra. Hein? Bah, alors, attention. Très sécurisé alors. Charles a parlé de très sécurisé ou sécurisé. Très sécurisé. Très sécurisé. Oui. Alors, je pense que tout est en train d'être mis en œuvre pour que cela soit rapidement fait. Je rappelle que c'est un monsieur qui, quand même, était en maille à partir de la justice au niveau de l'État belge. Et c'est quelqu'un qui est impliqué dans des affaires absolument louches. Donc, c'est pour vous dire encore une fois que, puisqu'il était informé de cela, il a voulu justement se faufiler et quitter complètement l'État guinéen. Et il faut le rappeler encore une fois, il était venu ici, il s'est dissimulé, il a justement pu acquérir justement une identité nationale, une carte d'identité nationale en tant que Guinéen. Donc c'est pour vous dire, ce qui est très grave. Et c'est encore une fois, c'est là toute la question, et c'est pas la première personne, c'est une pratique qui est courante dans notre pays. Je crois qu'il faut mettre fin à ça, et c'est une interpellation faite au ministère de la Justice et tous les ministères qui sont concernés par cette situation. Mais attention là, je voudrais ajouter quelque chose. S'il a la nationalité guinéenne, on ne peut pas l'extrader. Bon, c'est pas si cette carte qu'il mais la carte ne justifie non, c'est pas que je dis, si la façon d'obtenir la carte est légale, en réalité, il ne saurait être extradé puisque la Guinée n'extrade pas ses citoyens. Donc il est important. C'est dans ces circonstances, je rappelle que c'est dans ces circonstances qu'il a été justement évidemment. Il est aussi bon de creuser de ce côté. Peut-être que nous y reviendrons dans nos prochaines dans les prochains numéros, nous allons creuser, savoir évidemment s'il a obtenu la nationalité pour pouvoir se procurer d'une carte d'identité. C'est ça évidemment. Gardez en tout cas jalousement votre position d'écoute. Si vous nous suivez sur la 89.5 ou sur Kavi
Kavi TV ou sur nos différentes plateformes Facebook, sur notre page Facebook Flash Guinée Kavi Média. Restez à notre compagnie. Dans la suite de cette émission, nous parlons de l'évaluation des ministres de la transition et du train Conakry Express qui est depuis plus d'un mois à l'arrêt, mais aussi du football guinéen dont les acteurs acceptent de fumer le calumet de la paix. Une petite virgule avant de poursuivre ce débat. Sur Kavi Média, sur nos différentes plateformes où vous nous écoutez à Matam, à Somphonia, à Kaloum, Dixine et à Imbaya, d'où nous émettons. Vous aviez fait le bon choix. C'est un silence total, je vous l'annonçais, depuis l'arrêt du train Conakry Express. Mais juste avant d'en parler, il faut parler de ce sujet très très brûlant. Pas de conseil des ministres, ni de conseil interministériel cette semaine. C'est une évaluation qui démarre à partir de ce lundi. Les membres du gouvernement de la transition sont évalués. Ça me fait rire, ça me fait sourire, Alpha. Bon, cette épreuve, elle est vraiment ridicule. Hein. Non, mais on ne va pas utiliser vrai, quand même. Non, on ne va pas aller jusque-là. Vous savez, ridicule, mais quand même, ils ont signé des contrats de performance. Une personne s'évalue sur ses performances. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est quelque chose de progressif. Vous savez que quand vous êtes banquier, prenons juste un travers de la banque. Il y a quand même un calculateur de la biométrie qui dit à quelle heure il est venu. On connaît les appels qu'il a fait à partir de son bureau. On connaît les fréquences, comment il a traité les dossiers. Donc c'est comme ça il ne faut pas arrêter les conseils de ministres. Parce qu'un conseil de ministres est aussi pertinent que les évaluations. C'est ce qui est important. Vous devez savoir si le colonel Mamadi Doumbouya veut révoquer d'autres parce qu'ils n'ont pas eu le résultat, qu'il ne se gêne pas de les révoquer. Il est le responsable de tout ce qui arrive à ces gens-là. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de ministres ne sont pas assez bons. D'autres ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui trouve que l'évaluation va être très pertinente? Parce que, vous savez, il y a certains ministères qui n'ont pas été trop gâtés dans le processus de finance, des financements qu'ils ont obtenus. Il y a d'autres qui ont été gâtés dans la budgétisation. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il y aura quelque chose de rationnel? Toujours est-il que ceux qui ne seront pas admis vont toujours dire qu'on les a trichés, et ceux qui ont été admis vont dire qu'ils sont dans des bonnes faveurs. Ce qui est sûr, le gouvernement du CNRD, comme le disent certains, en fait, ils sont tous derniers, ou du moins, ils sont les premiers des derniers. Donc, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il ne faut pas évaluer les gens. Évalue les gens en fonction de la mission et faire ton conseil de ministre, parce qu'il y a des choses importantes qui se disent en conseil de ministre. Et donc, ce jour-là, ça ne se ferait pas, ça ne va pas se faire. Donc, le général, le colonel Doumbouya doit faire attention, se débarrasser des mauvaises personnes et garder les autres qui sont considérées comme bonnes. Et c'est ce qui va aider le peuple de Guinée, puisque c'est ce qu'il a promis. Il dit Samen ne tremble pas. Pourquoi il va organiser des évaluations pour enlever quelqu'un? Mais là, on a l'impression qu'il a l'attention. Il est en train de trembler. Il est en train de trembler. C'est parce qu'il a peur d'enlever des gens. Après, on va dire qu'il est pas tombé sur les gens. Honnêtement, c'est le président. Peut-être qu'il hésite. Mais non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas évaluer les ministres. Ça se fait dans aucun pays du monde. Non, mais si, ça se fait dans vous savez, le contrat de performance, ce n'est pas une évaluation en tant que tel. Comme il l'a dit, arrêtez le conseil de ministres. Le contrat de performance, c'est un circuit, c'est une chaîne. Donc, dès que tu n'arrives pas à ce contrat, on le sait déjà, il n'a pas besoin d'évaluer pour ça. On sait que toi, tu n'as pas atteint tes objectifs. Oui, Yaya, tu penses que c'est une figuration aujourd'hui de mettre tous ces ministres à table pour les évaluer? Est-ce que ce n'est pas des sorties de fonds inutiles? Non, mais c'est à se demander qui évalue qui. Où sont ces évaluateurs? On dit que ces évaluateurs sont quand même des personnes et dont les identités restent secrètes pour le moment. Mais alors, qu'on ne nous présente pas quand même l'ancien Premier ministre congolais quand même qui était impliqué dans des affaires qui sont quand même... On ne va pas faire comme Alpha, sans Alpha. Oui, bon... Mais on ne va pas faire du Alpha sans Alpha. Je ne parle pas du ridicule, mais c'est quand même assez puéril quand même qu'on puisse quand même se livrer à un tel exercice. Je pense au colonel, moi je crois à ses intentions, je pense qu'elles sont bonnes,
Mais encore une fois, il doit justement regarder autour de lui et prendre le courage sur lui de dégommer tous ceux qui n'ont pas justement rempli les critères. Voilà. Le stage est terminé. Non, le colonel Mamadi Doumbouya l'a dit. Le stage est terminé. Je pense que encore une fois, nous le savons. Au lieu, à mon avis, j'aurais proposé en lieu et place de cette évaluation qu'on puisse quand même faire ce qu'on appelle un sondage. Alors quand on fait un sondage national, on peut demander les populations. Voilà, donc comment... Dans quel domaine ça a marché, voilà, quels sont les ministres qui doivent y rester, ou pas, ainsi de suite. Et on dégage les tendances comme ça, justement, c'est pas lui, le colonel, qui aura évalué qui que ce soit, c'est la population, puisque c'est une équipe gouvernementale. Et je crois qu'ils sont là justement pour subvenir aux besoins de la population, pour répondre aux besoins de la population. Je pense que c'est en cela que je vais dire encore une fois, rien ne nous assure que ça sera justement une évaluation. Pour toi, c'est une figuration. C'est une façon, à mon avis, premièrement d'abord, de se débarrasser de certains, pour dire attention, vous avez été évalué, vous n'êtes pas admis, et bien voilà. Donc sans vouloir s'assumer, prendre des décisions idoines, on utilise un prétexte pour les écarter. Donc pour toi, ça va aboutir à un futur remaniement ministériel. Moi, j'attends beaucoup plus un véritable chambardement au niveau du gouvernement, parce que quand vous voyez autour du colonel, véritablement, il y a peu de ministres qui sont en train de répondre, de travailler véritablement. Le reste, encore une fois, c'est une déception. Je pense que c'est une interpellation pour le président, je veux dire, pour le président de la République, de prendre le courage et justement de balayer tous ceux qui ne font pas justement leur truc. Parce que c'est la démagogie, vous savez très bien, je ne vais pas faire... On ne va pas parler de démagogie. Pendant ce temps, ils ont signé des contrats de performance. C'est vrai que peut-être que la procédure ne colle pas, mais on ne peut pas parler de démagogie là. Évaluer quelqu'un, je pense que ça n'a rien de démagogique. Non, je ne parle pas, je ne parle pas de ce espace-là. C'est-à-dire que le colonel est entouré de démagogues qui sont en train justement de chanter... Non, on ne va pas utiliser de gros termes. On va éviter démagogue de personnes quand même qui ne prodiguent pas de bons conseils peut-être. Alors ça s'appelle la démagogie. Non, on va éviter les gros mots, oui, Alpha. Non, on va éviter quand même les gros mots. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. La première évaluation consisterait d'abord à radier de la fonction publique des ministres, pour être ministres, qui ont présenté des faux diplômes. C'est que voilà, il y a des évaluations qui sont concrètes. Donc pour vous, il y a ce processus qui devrait être mis en place au lieu de parler d'évaluation. Aujourd'hui, au CNT, il y a un des conseillers qui a présenté un diplôme qu'il n'avait pas pour être conseiller. Et aujourd'hui, il n'a pas reçu de sanction. On ne fait que dénoncer. Que vous avez mené des enquêtes à ce Bon, on a dit, moi-même, je ne connais pas ce qui, mais on a dit, on a présenté. C'est le gouvernement qui a dit qu'il y a d'autres qui n'ont pas présenté des vrais diplômes. Mais il n'y a aucune sanction. Est-ce qu'on a besoin d'évaluation pour... Vous savez, l'inspecteur général de IG, comment on appelle ça, l'inspection générale d'État. Voilà, l'inspection générale d'État a fait quand même un truc accablant, un rapport accablant contre le gouvernement. Ce rapport peut bien être utilisé pour des évaluations. Au lieu de les envoyer dans une salle, les présenter à des gens qui ne les aiment pas pour dire après ils n'ont pas eu la moyenne. C'est extrêmement compliqué. Il faudrait avoir des véritables valeurs, des véritables bases d'évaluation qui, quand elles sont mises en œuvre, chacun va dire oui, je suis victime, mais je suis d'accord. Mais après, c'est que on veut élargir aussi l'éventail des gens qu'on veut aider, mais ce qu'on ne calcule pas après, c'est la frustration qu'on va créer d'autre part. Donc, parce qu'il faut nommer plusieurs personnes, il faut rendre service, il faut partager l'argent de l'État à plusieurs personnes. Entre-temps, on est en train de créer des frustrés sans le savoir. Et c'est extrêmement donc aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya doit prendre son courage à deux mains, essayer de faire un véritable balayage dans le gouvernement qu'il a lui-même constitué. Il faut le dire comme ça, parce que depuis la démission de Béa Vogui jusqu'à la confirmation de Bernard Gomou, on a l'impression que dans le gouvernement, presque les têtes ne sont pas tombées. Il n'y a même pas eu 5 ministres qui ont quitté l'équipe gouvernementale. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve avec du alpha sans alpha. Oui, alpha, lors de son dernier mandat, le mandat même pendant lequel on l'a déposé, il a
subi ce coup d'État, il a été délogé du palais Sékou Touréa, il était confronté à la même situation. C'était des décrets là où il fallait faire des permutations, prendre telle personne, l'amener là. Là, on a suivi ça avec Mamadi Doumbouya, Loukou Lama, la ministre de notre ancienne ministre de l'information, de la communication qui est devenue ministre du plan. Vous voyez un peu ces permutations. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'est pas pris au piège pour vous? Non, mais... Bon, allez-y, M. Diallo. Effectivement, je pense que ça a tout l'air. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que c'est très difficile. C'est en cela que je dis que c'est très difficile d'être président de la République dans notre pays. Parce que gérer la Guinée. De gérer la Guinée, oui, honnêtement parlant. Parce que non, mais Mamadi a dit qu'il allait changer. Non, mais vous savez, vous et moi, vous le savez très bien que le président colonel était venu avec de bonnes intentions. On est d'accord là-dessus. Oui, le discours du 5 septembre. Il voulait bien faire les choses. Il veut bien faire les choses, mais je pense qu'encore une fois, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de lui. Et vous savez, quand vous êtes chef, naturellement, vous êtes coupé du monde. Oui. Voilà, donc ils feront tout justement pour ne pas que vous soyez... donc il est mal conseillé. Tout à fait, donc je pense que c'est cela encore une fois. Et je pense que c'est à lui, puisque, encore une fois, il faut le rappeler, quand c'est bon, c'est tout le monde, et quand c'est mauvais, c'est lui. Donc c'est lui le chef. Et je vais très bien qu'il choisit justement des personnes qui peuvent lui dire la vérité. Parce que entre le sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Donc je crois qu'il doit se rappeler de cela. Nous sommes en transition. Son objectif, ce n'est pas le développement, mais c'est de maintenir le pays pour un petit temps, essayer de conduire les élections prochaines et quitter rapidement le pouvoir. Je pense que cela peut le sauver. On a parlé de 2 ans de transition. Peut-être que demain, nous y reviendrons. Et aujourd'hui, le gouvernement lui-même est bloqué dans le processus. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que c'est seulement Mamadi Doumbouya qui est le problème qui sera visé ou qui sera pointé du doigt, ou tout son gouvernement? Parce qu'il n'est pas le seul. Justement, je pense que le colonel, parce que selon nos informations, le colonel, quand il est venu au pouvoir, justement, vous vous rappelez très bien, il y avait une commission qu'on a mis en place justement pour recruter, pour mettre en place l'équipe gouvernementale. Si vous vous rappelez très bien, il y avait une commission au niveau du palais justement qui ont procédé à ces recrutements. Dépôt, traitement de dossiers et tout ce qui s'ensuit, finalement le choix et la composition du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la même commission, encore une fois, qui va procéder à cette évaluation? Non, je ne pense pas. Mais je dis, bien avant que cela, il faut que le président, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il puisse, au-delà de tout, puisque ça sera ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle le backlash. Parce que lui seul, il peut tout faire. Il a des conseillers. Mais de toute façon, c'est son gouvernement. Justement, c'est lui le président. C'est le chef. Encore une fois, c'est une transition. Mais le Premier ministre n'a pas assez de pouvoir, justement, pour essayer, encore une fois, de faire ce qu'on appelle une proposition et au président, justement, d'entériner cela. Je vais dire tout simplement que le président, si il accepte, justement, à se livrer en tel exercice, ça serait ce qu'on appelle un contre-coup politique pour lui. Ça serait ce qu'on appelle un backlash, puisque éventuellement ceux qui seront justement remerciés vont crier justement à une sorte de fraude. Comme au bac. Donc vous pensez, bien que... tu penses que le fait de dégommer certains ministres, ces ministres peuvent se retourner contre les autorités militaires? Effectivement, parce qu'ils vont trouver, vous savez, c'est en Guinée, ils vont trouver d'autres arguments pour essayer encore une fois de décréditer ceux qui seront choisis pour les évaluer. Et encore une fois, et ils se connaissent entre eux, c'est des gens qui ont fait à peu près 2 ans ensemble. Donc un exercice difficile. Donc, voilà. Oui, Alpha, il parle d'exercice difficile. Moi, je pense qu'il y a un exercice qui me dérange quand on crée que celui qui nous dirige a toujours des bonnes intentions, que s'il n'arrive pas à les mettre en œuvre, c'est son entourage. On lui crée une passerelle d'irresponsabilité. Non, attention, il faut quand même, il est responsable. C'est à lui de choisir les gens, ce n'est pas les gens de le choisir. Donc du coup, s'il y a des gens qui ne le conseillent pas bien, il peut se rendre compte. La preuve en est que quand le site qu'on a mis en place pour donner vos CV, c'est lui-même qui a dénoncé que ça n'a pas bien fonctionné. Il a ramené ça à la présidence. Oui. Ça n'a pas fonctionné non plus. Et il le savait. Donc, il n'y a pas une question de responsabilité à dire que non, il a fait ceci, il a fait cela. Non, le président de la République est le seul responsable. Il n'y a pas à dire qu'il est seul, C'est lui qui doit céder par des gens qui ne doivent pas le tromper. Et que si ces gens venaient à le tromper, qu'il soit à même de sévir. Qu'il a cette main qui ne tremble pas, dont il a parlé, qu'il l'utilise. C'est ça un peu la gestion
l'ambition du pouvoir. C'est ça, il faut... Mais vous savez qu'en créant des frustrés, on gonfle la classe politique, l'opposition politique. Mais on ne peut, rien contre ça. Tout normal. Donc on ne doit pas normalement avoir peur d'avoir des opposants en face. Voilà, il ne doit pas avoir peur, il doit frapper quiconque qui ne ferait pas ce qui se doit et il ne doit pas avoir de sentiments pour les gens. Donc lui, sa tâche est un peu plus facile. Ce n'est pas comme Alpha Condé qui, à un moment, pour se faire reconduire, devrait fléchir pour des questions électorales. On suppose que le colonel Doumbouya n'a pas à fléchir. Donc il peut frapper à n'importe moment et de façon correcte. Il n'a pas à hésiter puisqu'il n'est ni candidat, il n'a pas de candidat. Et maintenant, s'il fléchit sur ces questions en organisant un semblant d'évaluation, une évaluation qui, quand on évalue ceux qui vous évaluent, peut-être eux aussi vont échouer, ça devient compliqué, ça devient un cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en sortir sur des questions purement simples. Il doit lever les gens sans hésiter, il sait. Tout le monde sait ce qui travaille et ce qui ne travaille pas. Il peut bien se fonder sur la vérité populaire pour sanctionner les ministres qui ne travaillent pas. Oui, sans transition, on va parler de cet autre sujet rapidement en quelques minutes. C'est l'arrêt de ce train Conakry Express avec ce blackout total, ce silence des autorités du gouvernement guinéen, notamment du ministère du Transport, qui jusqu'à aujourd'hui ne dit rien. On nous parle de panne technique selon des indiscrétions et selon nos sources contactées sur place. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement guinéen peine à gérer Conakry Express? Oui, Alpha. Est-ce que le gouvernement a toutes les difficultés à gérer? C'est comme si c'était ce train seulement. Regardez, comptez les nombres de cars qui circulent maintenant. Les bus. Vous savez, il y a un problème général en réalité. Même la Chine n'arrive pas à nous aider. La Chine, quand même, ayant la culture de débris, quand même n'arrive pas à aider la République de Guinée. Ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Ce train est très utile. Je pense que, d'après certains, il transporte plus de 4000 personnes de Kaloum, de Kagbélé à Kaloum. Donc ça, c'est quand même sans embouteillage et autres. C'est extrêmement important. Avec un prix aussi, avec un prix extrêmement raisonnable pour tout le monde. Ce qui est sûr, au lieu même d'utiliser les rails de CBK, pourquoi l'État même ne peut pas aller jusqu'à utiliser des financements privés pour construire un train? C'est parce que si on laissait ça au compte des Chinois à 100%, on allait quand même avoir le train. Vous savez, les péages en Côte d'Ivoire et autres, ce n'est pas l'État qui les a construits. C'est juste une façon de bien faire les choses de telle sorte que le privé qui gère a ses intérêts et ça revient à l'État au moment idoine. Mais on ne comprend pas pourquoi en République de Guinée, on ne veut pas, l'État veut mener tout. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, puisque l'arbre cache la forêt, c'est que ces travailleurs souffrent. Même si on ne le dit pas, les travailleurs là sont maltraités. C'est extrêmement maltraité. En réalité, le chômage là aussi est très bon pour eux parce qu'ils sont maltraités. Il faut aller voir les conditions dans lesquelles ils peuvent faire 3 mois, 4 mois, 5 mois sans être payés et ils n'ont aucun syndicat. L'inspection du travail ne se fiche pas mal. Bref, rien ne va pour ce train. Et il va falloir penser redorer le blason pour ce train-là, qui est utile pour tout le monde, qui est utile pour les citoyens pauvres. Mais comment les ministres... Donc au ministère du Transport de se bouger. Bien sûr, bien sûr. Pour mettre en marche rapidement ce train Conakry. C'est extrêmement utile pour tout le monde. Vous savez, en 2021, en janvier 2021, jusqu'au 5 septembre, parce qu'il y avait un intervalle quand même de 8 mois, le train Express Conakry était à l'arrêt. Donc il a fallu que le colonel soit là. Mais là, il y a eu des communications. Il y a eu une communication officielle. Oui, justement, je vais juste rappeler, parce qu'Abouakar Sylla, à l'époque, qui était ministre du Transport, était justement en coopération justement avec le Fonds français de développement qui devrait quand même faire une étude pour pouvoir augmenter le trafic de ce train-là. Donc, nous le savons très bien tous que c'était une utilité publique très énorme quand même. Du point de vue transport, parce que l'autre fois, il y a de cela une année, je me suis croisé avec des jeunes, justement, ils travaillaient tous à Kaloum. Ils quittaient Kagbélé, parce que ils étaient venus justement, vous savez, le train a des arrêts différents. Ils étaient positionnés là-bas. Malheureusement, je ne sais pas si c'était une panne technique ou quoi, le train n'était pas venu. Ils étaient obligés justement de reboucher chemin, de chercher où se coucher. Avec cette difficulté. Où se coucher, vous imaginez, ou passer la nuit justement parce que dans leur tête, le transport c'était quelque chose qui était très calculé. Ils ne pouvaient pas répartir
à Kerguelen et revenir le matin justement pour assurer la dépense quotidienne et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est pour vous dire que c'était justement quelque chose qui rendait utile à la population. Donc le ministre du Transport est interpellé sur cette question-là. Il faut justement mettre, comme vous l'avez si bien dit, les bouchées doubles pour essayer encore une fois de mettre ce train-là en marche et revoir encore une fois la gestion justement administrative ou disons comme ça financière de cette entreprise-là. Parce que c'est cela, c'est quand même incroyable que de cette société Sogitrans, vous vous rappelez de ça, d'Aïl Barak, SNC, de quelle société encore? Donc la Guinée a toujours eu des problèmes avec le transport. C'est un domaine qui n'est jusque-là pas maîtrisé. On a d'énormes difficultés, honnêtement. Parce qu'il faut justement privatiser cela. Le transport est sensible à la corruption. Oui. En réalité, la corruption et le transport ne peuvent pas aller ensemble. Évidemment, quand vous voyez justement ces gens-là, comme l'a rappelé du quand vous voyez ces gens-là qui travaillent là-dedans, mais ils crèvent de faim. Il n'y a rien. C'est la galère totale. Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Donc aujourd'hui, il faudrait, si nous devons clore ce sujet, il faudrait interpeller le ministère des Transports afin, dans un premier temps, de communiquer sur ce qui se passe réellement et de l'autre côté de mettre les bouchées doubles afin de sortir les populations de cette galère. Oui, bien sûr, mais c'est le plus important. Monsieur Abdallah, permettez-moi de glisser quelque chose. Il faudrait que nos dirigeants, on procède par remboursement pour leur donner leur niveau de vie, tel qu'au Brésil. C'est-à-dire, on te rembourse tes dépenses. Aujourd'hui, les ministres guinéens, c'est le paradis. Ils peuvent difficilement réfléchir à la place du simple citoyen en République de Guinée. Le secrétaire général, le chef de cabinet, un simple chef de division. On se partage le budget de l'État comme des cacahuètes. Il faudrait que s'ils partent manger, à la fin du mois, ils sont remboursés par une procédure. Et il y a même des logiciels qui permettent des remboursements et refusent d'autres. Parce que ça s'est passé au Brésil. Le Brésil a reçu sur cette question, puisque les gens ne peuvent pas. Qui peut imaginer? Lui, il ne prend pas, aucun patron ne prend ce train. Et comment les gens peuvent réfléchir pour des gens qui prennent ce train-là? Donc c'est un peu ça en République de Guinée. Si vous avez le véhicule, vous en foutez de celui qui marche à pied, ainsi de suite. Chacun ne pense pas aux autres. Et quand vous êtes dirigeant, c'est le fait de penser aux autres. Oui, vous êtes sur Kavi Média, le média du développement. Et dans cette émission, Le Scanner, nous parlerons tout à l'heure de sport avec le ciel qui se dégage pour les acteurs sportifs guinéens et la Guinée à la tête de l'Afrique avec le Sili Basket U16. Tout cela avec notre consultant maison des questions de sport. C'est juste après cette petite transition. Dernière ligne droite de cette émission, Le Scanner, avec ce dernier sujet ou ces derniers sujets à développer avec notre consultant maison des questions de sport, Amadou Major Diallo. Bon, rebonjour, si je peux dire comme ça. Rebonjour, Amadou. Bonjour, Abdallah. On parle de sport et c'est votre domaine. Aujourd'hui, je le disais tantôt, le ciel se dégage pour les acteurs sportifs guinéens. La semaine dernière, pas plus tard que le week-end dernier, ils ont quand même voté des textes de loi permettant cette sortie de crise. Donc, bientôt, la fin du règne du Conor. Expliquez-nous un peu quels sont les avantages de toute cette procédure. Sur papier, quand même, on a des avantages qui sont extrêmement importants. Je dis bien sûr papier. Parce que si vous avez vu qu'on parle du comité de normalisation, cela veut dire que le football guinéen, ça ne va pas. C'est pour cela qu'on parle du comité de normalisation. Et c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait belle lurette. La Guinée, on parle du comité de normalisation. Alors, c'est ce samedi qu'ils se sont réunis, les membres statutaires, pour l'Assemblée générale extraordinaire, pour chercher des solutions pour que la Guinée arrive à sortir de cette crise, comme vous venez de le dire, pour revoir les statuts au niveau de la Fédération guinéenne de football. Parce que déjà, il y avait des statuts qui ont été proposés par le CONOR, mais fort malheureusement, il y a des membres statutaires qui n'étaient pas d'accord concernant quelques statuts qu'ils ont discuté là-dessus. Ils ont même boudé la salle. C'était même à couteau tiré. On a vu les échos dans les médias. Voilà, c'était un débat même au niveau des réseaux sociaux et aussi dans les médias de la place. Chacun cherchait à défendre son intérêt. Mais vers la fin, maintenant, ils ont compris que s'il y a des litiges au sein de la Fédération guinéenne de football avec les membres statutaires,
ça ne va pas arranger la Guinée parce qu'il y a déjà un projet de la FIFA et de la CAF qu'on appelle le projet Pharaohs. Ce projet, c'est quoi? C'est de mettre en place des infrastructures en Afrique et des pays qui n'ont pas les moyens pour faire ces infrastructures. Il y a déjà un budget qui est dégagé pour relancer le football dans un cadre général et aussi le football féminin. Mais tout dernièrement, il y a le Premier ministre avec le président colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, qui a appelé ses responsables du football guinéen de passer à la négociation, de passer à la table pour qu'on arrive à sortir de cette crise. Et bien voilà, le samedi, ils se sont réunis pour voter des statuts et chercher des solutions. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour que le football guinéen arrive à sortir de l'ornière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Abdallah Camara. Moi, je ne pense pas qu'on va sortir de cette crise. Parce que déjà... Attends, tu es sceptique? Oui, je suis franchement sceptique. Malgré tous ces tests de loi qui ont été, ces tests qui ont été quand même à l'unanimité, ils ont été d'accord sur ces tests. 65 membres, on nous parle. 65 membres. Laissez-moi vous dire, auparavant, il y avait 73 membres qui étaient là. Statutaires. Il y a ces ligues qui ont été éliminées. Il y a la ligue de Big... comment on appelle ça même, futsal, qui a été éliminé, et d'autres ligues qui ont été éliminées parce que les présidents de ces ligues étaient en même temps fonctionnaires au niveau de la ligue et au niveau de la fédération. Et il y a de ces articles déjà qui ont déjà banni cette situation. Sortie de crise. Alors, si vous avez déjà vérifié ces membres statutaires, ce sont des membres qui sont derrière des hommes, comme quand je dis derrière des hommes, comme Antonio Soare, KPC, dans un cadre général. Derrière des mécènes du football, les mécènes, si on peut le dire comme ça. Mécènes du football. D'autres même, ce ne sont pas des mécènes, mais ce sont des personnes qui sont franchement... Donc une crise entretenue. Voilà, entretenue. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont leur mot à dire dans ce milieu footballistique guinéen. Voilà. Maintenant, si ces membres statutaires sont là à défendre des lois ou des articles qui sont à l'encontre de leurs mécènes, Antonio ou tant d'autres qui ont envie de revenir dans ce milieu footballistique pour continuer à faire qu'auparavant ce qu'ils étaient en train de faire. En un mot, berner le public guinéen pour faire semblant qu'ils sont en train d'investir dans le milieu footballistique. Et si vous arrivez à faire des diagnostics, si vous arrivez à faire des investigations, ce sont des budgets qu'ils ont eu à travers la FIFA. Ils sont en train de profiter de ces budgets pour construire des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures qui n'arrangent pas le peuple de Guinée, parce que ce sont des infrastructures qui sont privées. Je prends l'exemple aujourd'hui sur le cas de Yurkogia, là où Antonio Soare a pu construire. Mais là-bas, c'est pas gratuit. Il faut qu'on paye. Donc, cela veut dire que c'est quelque chose qui l'arrange. Donc, pour vous, ces mécènes du football sont en train d'entretenir cette crise. Donc, ça fait que vous, en tant que spécialiste, vous estimez qu'on ne peut pas voir le bout du tunnel. En tout cas, côté Fegifoot, c'est déjà mort pour vous. Oui, c'est déjà mort. Parce que déjà, je ne vois pas quelqu'un qui est apte à gérer cette fédération guinéenne de football dignement. Tout dernièrement, on avait compté sur le Conor. Si vous vérifiez les statuts au niveau de la fédération guinéenne de football, ils sont aptes à organiser un championnat digne de nom, championnat masculin et féminin. Et jusqu'à nos jours, la Guinée n'a pas un bon championnat digne de nom. Et pourtant, il y a un budget qui est voté. Malgré ces efforts? Oui, c'est un tournoi qu'ils ont organisé. Le bilan est là. Regardez le bilan du football guinéen. Quand vous prenez l'équipe nationale, le bilan n'est pas du tout appréciable. Oui, ça c'est vrai. On regarde le football féminin. On n'a pas un championnat digne de nom. Et tout dernièrement... On n'a même pas de stade homologué. On n'a même pas de stade homologué. Et tout dernièrement, la Guinée était partie en course pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On a raté l'organisation de la CAN. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans ce milieu, nous sommes dans un milieu où chacun cherche à gérer son intérêt. Et même si aujourd'hui, on organise des élections au niveau de la Fédération guinéenne de football, les mêmes personnes vont revenir pour conduire ce football guinéen. Ils seront accompagnés par leurs petits, par leurs communicants. Il y a même certains journalistes sportifs qui sont là à accompagner le projet. Parce que quand leur personne revient au niveau de la Fédération guinéenne de football, ils vont continuer à voyager et profiter sur le football guinéen. Voilà. Monsieur Diallo, moi je voudrais comprendre. C'est-à-dire, à vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour le moment.
Parce que quand on il n'y aura pas de solution. Il n'y a pas de solution. Essayez de voir. Pour le moment, moi, je voudrais, pour le simple citoyen, moi, je ne connais pas le sport, je ne connais pas assez le sport, mais cependant, je voudrais, pour dire que les gens se sont entendus, je voudrais que vous expliquiez aux simples citoyens quel était le problème, de façon très simple, et ce à quoi ils se sont entendus au moins. Alors, voilà, il y a de ces statuts qui, déjà, ils ne se sont pas compris au niveau de la Fédération guinéenne de football, parce que les membres statutaires vont participer au niveau des votes. Maintenant, au niveau des ligues, pour que ta ligue soit représentée au niveau de ces élections, il faut d'abord organiser un championnat digne de nom et compétir. Maintenant, les clubs qui vont être meilleurs, parce qu'il y a déjà un secrétaire général. Le secrétaire général du club doit venir participer au niveau de l'Assemblée générale pour qu'il soit éligible. D'abord, il va organiser un championnat. Si le club est parmi les 3 premiers, le président du club, le secrétaire général, est apte à avoir des représentants au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, pourquoi ils ont instauré la loi? Cela veut dire qu'il y a de ces fédérations et il y a de ces ligues fantômes qui n'ont pas de championnat, qui n'ont pas de secrétaire, qui sont représentés. Voilà, qui sont représentés. Exactement. C'est l'un des problèmes. L'un des problèmes. Et il y a de ces ligues aujourd'hui, il y a de ces clubs qu'on appelle les clubs remorqués. Les clubs qui sont remorqués par ces candidats qui sont en train de chercher des postes pour être président au niveau de la Fédération guinéenne de football. Alors, Major, moi, hier, j'ai suivi le secrétaire général du CONOR, M. Kabassan Keita. Vous le connaissez? Bien sûr. Alors, qui nous expliquait un peu justement les différentes réformes qui existent dans les textes. Il parle de la gouvernance, de la transparence et de la démocratie. Alors, concrètement, puisqu'il nous a dit que avant c'était ce qu'on appelle une sorte de transversalité, les décisions étaient verticalement donc prises. Et cette fois-ci, ils ont essayé de casser cela parce que l'élection doit passer donc de la base au sommet, ce qui n'était pas le cas au début. Et encore que, au niveau du bureau exécutif, l'élection se faisait justement poste par poste. Cette fois-ci, c'est par liste. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement une amélioration de ce côté-là, du point de vue donc gouvernance, et justement pour finir aussi du point de vue justement de transparence? Est-ce que le CONOR n'a pas posé des jalons, ce que vous n'avez pas compris, que ce soit le CONOR, que ce soit les membres statutaires, ils sont obligés d'accepter. Si vous avez bien obligé d'accepter. Écoutez-moi bien. Si vous avez bien suivi la réaction de Madame la présidente du CONOR, Madame Si, qui a parlé des intérêts que la Guinée doit avoir au profit de la FIFA pour le projet qu'on appelle le projet FAWORS. Parce que déjà, si on n'a pas un stade homologué, le CI national ne peut pas jouer à domicile. Et ça ne nous arrange pas. Et à un certain moment, on nous avait dit que ce stade était homologué. Ça a été un débat au niveau des réseaux sociaux, ça a été un débat au niveau même de la presse sportive. Et vers la fin, on a compris que ce stade n'était pas homologué. Et pourtant, il y avait une entreprise de la place qui était là. Leur objectif, c'était de finaliser le stade général Lansana Conté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé quelques communicants qui étaient là à prendre des images. Des images qui sont très jolies. Et vers la fin, la CAF est venue visiter. Ils nous ont montré que franchement, par A plus B, le stade là n'est pas homologué. Pour homologuer un stade, il y a ces critères d'abord. Il y a une question de confort, ça c'est donc. Et deuxièmement, la pelouse. Et cette pelouse, elle n'est pas bonne. Et troisièmement, il y a les vestiaires qui ne sont pas dans les normes. Il y a plusieurs critères que ce stade n'avait pas pu répondre. Il faut reconnaître quelque chose, M. Diallo. Pourquoi ils ont accepté? Parce que déjà, il y a des intérêts que la Guinée doit avoir. À travers le projet FAWORS. À travers le projet FAWORS. Et actuellement, le CONOR, ils sont plantés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas d'intérêt de rester à diriger le football guinéen. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Que ce soit les membres statutaires, que ce soit le CONOR, ils ont compris pour que la Guinée arrive à avoir des bénéfices, il faut qu'ils arrivent à s'entendre sur ces statuts et ces lois pour avoir ces sous. Maintenant, attendons de voir, lorsqu'on va avoir un président au niveau de la Fédération guinéenne de football, qui va être le président? Et donc ça va être une autre source de conflit. Parce que je connais déjà les membres statutaires. Tu ne peux quand même pas prévoir. Les membres qui sont là, je connais les membres statutaires. Le CONOR déjà qui est là, et Sega, on sait que Sega à un certain moment était avec Antonio Soare. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il est derrière KPC. KPC déjà,
qui gère... Mais ce n'est pas un débat de personne. Oui, ce n'est pas un débat de personne. C'est KPC aujourd'hui qui est là à investir dans le championnat guinéen. Et c'est lui le champion de Guinée. On ne peut pas être investisseur dans un championnat, en même temps avoir un club. On ne peut pas être entraîneur dans un championnat et être président de club. Mais Antonio l'a fait. Antonio l'a fait. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de changement au fait. Ils ont les mêmes mentalités. Donc ce qu'Antonio a fait, KPC est en train de suivre les pas de Antonio. Exactement. Regardez par exemple le cas de cette formation FC Séquence. L'entraîneur de cette formation de FC Séquence, Lapé Bangoura, il est en même temps président du club. Et tout dernièrement, vers la fin du championnat, FC Séquence... Lapé à Orea. Non, Lapé est l'entraîneur de FC Séquence. L'entraîneur de cette formation de Orea. En même temps, il est le président de FC Séquence. Et vers la fin, la dernière journée du championnat, FC Séquence s'est rencontré avec l'Orea. Il est là en tant qu'entraîneur, en tant que président du club. Ouais. On a vu ce qui s'est passé. Donc il y a un conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Et aussi, la dernière rencontre pour cette formation de AFIA, ils ont joué contre la Flamme Olympique. La Flamme Olympique, le président du club de la Flamme Olympique, Ibrahim Kamara, qui est un ami sûr de KPC. Si vous avez observé ces deux rencontres, c'est ce clanisme. Voilà, c'est ce clanisme qui est là dans ce milieu footballistique. Ça, c'est donc. Et deuxièmement, lorsque Anthony était président de la Fédération guinéenne de football, à 5 à 10 journées même, le Orea était champion parce qu'il y avait des clubs qui étaient remorqués. Il y avait des clubs qui sont financés par Antonio Soare. Ils sont obligés de lever le pied pour que les joueurs, pour qu'on paye les joueurs, pour que le club arrive à avoir des moyens. Donc, pour remédier à ça, il faut avoir des présidents des clubs qui ont les moyens pour que la Guinée avance dans ce milieu footballistique. Alors, le corps électoral, puisque tout tourne autour de ça, parce qu'avant, quand nous prenons justement les ligues, disons, régionales, sectorales, le corps électoral, on parlait de 105%. Oui. Cette fois-ci, dans les nouveaux textes ici, on parle justement de 98% ou 78%. Je ne sais pas trop. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas justement eu une amélioration du point de vue démocratie? Puisque c'est là où se trouve toute la question. Puisque avant, puisque vous l'expliquiez tantôt, il y a certains clubs qui avaient justement plus de 3 à 4 délégués comme ça et d'autres n'en ont pas. Donc il y avait justement cette inégalité qui existait là, ce qui fait que c'était très difficile d'observer ce qu'on appelle la transparence au niveau des élections. Est-ce que ce n'est pas une amélioration qui pouvait justement arranger un bon nombre de choses? Ça arrange, hein, sur papier, ça arrange. Mais au fond, je vous dis, il n'y a pas eu de changement. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas eu de changement. Pour qu'un club soit autonome, pour qu'un club soit crédible, pour qu'un club soit libre, il faut avoir les moyens. Et il y a ces clubs qui sont incapables de payer leurs joueurs. Et je vous dis aujourd'hui, ce sont les mécènes qui sont en train de financer ces clubs pour que le championnat existe. Parce que tout dernièrement, ils ont voté une loi qui n'arrangeait pas le retour d'Antonio Soare au niveau des affaires. Et ça a été un véritable débat que les membres statutaires n'avaient pas accepté. L'objectif des membres statutaires aujourd'hui, c'est pour que les anciens dignitaires arrivent à revenir dans ce milieu. Et lorsqu'ils vont voir, il y a de ces textes et il y a de ces lois qui ne vont pas leur arranger pour que les anciens dignitaires arrivent à revenir dans ce milieu, ils ne vont pas leur accepter, il y aura un débat. Je vous dis aujourd'hui, pourquoi le CONOR a accepté déjà de dialoguer? Parce que le président de la transition, colonel Mamadou Doumbouya, et le Premier ministre les a appelés pour qu'ils arrivent à trouver des solutions. Cela veut dire qu'ils sont obligés. Il y a une pression derrière eux. Le président a haussé le ton, le Premier ministre et le ministre des Sports. Ils sont obligés de passer au dialogue. Même si normalement... voilà. Voilà. Ils sont obligés de passer. Il y a une pression derrière eux. Je vous dis aujourd'hui, si le président de la République, si le Premier ministre n'avait pas parlé de cette situation, on va continuer de CONOR en CONOR et on va pas organiser la CAN. On va être absent dans les compétitions. Même la CAN, difficilement la Guinée s'est qualifiée parce que les matchs, on les a pas joués à domicile. Avec des calculs. Et si la Guinée ne joue pas à domicile, il y a un fonds déjà qui va sortir. Ça arrange déjà le CONOR si la Guinée ne joue pas à domicile aujourd'hui. Parce qu'il y a des sous déjà qui vont sortir. Je vous dis aujourd'hui, en tant que journaliste sportif, libre. Je n'ai pas de pression. Et je suis pas... il faut le préciser, voilà, libre. Je suis libre, je suis autonome. Je ne dépends pas d'un président de club en Guinée. Je n'ai pas le numéro d'Antonio, je n'ai pas le numéro de KPC. Mon objectif aujourd'hui, c'est pour que le football guinéen avance. Et aujourd'hui, le football guinéen n'avance pas. Regardez le championnat guinéen, regardez le classement FIFA, regardez le classement de la CAF. On est absent dans beaucoup de compétitions.
et le football féminin n'existe pas en Guinée. Donc alors, ce sujet qui va s'ajouter, puisqu'on va polémiquer, on ne va pas polémiquer là-dessus, c'est si ça ne va pas du côté du football guinéen, au niveau de basket, ça va. Alpha Diallo, l'exploit, c'est un sujet bonus, hein, s'il faut le dire. L'exploit de Sili Basket U16, oui, qui s'est imposé hier. Hein. Oui, c'est une bonne chose. Quand une équipe renvoie la coupe dans son pays, c'est toujours intéressant. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Nous investissons beaucoup d'argent dans le football. La preuve en est que ce que vient de décrire votre consultant sportif... Votre consultant sportif. Notre consultant sportif, hein, c'est vrai. Et il vient de rappeler les multiples problèmes qui se trouvent dans le football. Alors que dans le basket, ça avance un peu dans d'autres domaines. Donc, il faut diversifier le budget du sport pour les donner de façon rationnelle et les investir là au plus de résultats. Moi, je suis très content. Félicitations à l'équipe de basket et beaucoup d'investissements pour le basket. Vous savez, le basket ne se joue pas partout. Il faudrait investir. Le football, on peut le jouer partout, mais le basket, il faut multiplier les terrains, former les entraîneurs, puisque bon, j'ai un peu fait le basket, je connais un peu de quoi s'agit-il. Alors du coup, c'est qu'il faut beaucoup investir pour aider et félicitations à l'équipe nationale de Yvan. Oui, U16. Oui, U16, autant pour moi. Oui, c'est toujours bien. Je pense que... honnêtement, est-ce que tu as suivi le match? Je n'ai pas suivi quand même, mais j'ai suivi quand même quelques séquences du match. Ouais. Oui, après, au niveau de la connexion. Les enfants, ils se sont battus comme des lions. Mais totalement, oui, totalement. Je pense que... Aucune défaite, hein. On a toute la compétition. Notre consultant reviendra, mais aucune défaite. Hein. Il vient d'échouer nos larmes, puisque déjà, des échecs en échec, je crois que ce n'est pas bon pour le sport guinéen. Pour le sport guinéen. Je crois que le mal est assez profond. Hein. On reviendra là-dessus avec tout ce qui... Avec tout ce qui tourne autour du sport, y compris justement le ministre lui-même, parce que c'est la première personne. C'est l'épicentre. Oui, justement, je crois que au lieu de bavarder tous les jours, je crois que l'essentiel est là. Je pense que voilà. Mais il y a les évaluations. Hein. Oui, les évaluations se feront, mais je pense que encore une fois, t'es mauvais là. Encore une fois, il ne s'agit pas justement d'enchaîner les mots et justement avoir le verbe facile pour dire qu'on essaie de convaincre les gens. En réalité, moi, je félicite l'entraîneur, toute l'équipe. C'est une fierté confirmée encore une fois. Je crois que bravo aux jeunes. Il faut essayer de maintenir le cap et développer tout ça là dans tous les autres justement secteurs du sport pour que nous retrouvions justement pour que ça puisse aller. Amadou Major Diallo, avant de clore même cette émission et de te laisser partir, d'abord cette question. Miné par des crises, mais le basket guinéen s'impose sur le toit de l'Afrique. Contrairement au football guinéen, les U16, le Sili U16 l'a prouvé hier, en s'imposant, en détrônant même l'Égypte. Oui, il faut essayer de le reconnaître, comme on venait de le dire, le sport, c'est le bilan. Ce sont les résultats, ce sont les médailles, ce sont les trophées. Il ne s'agit pas de nous mettre en suspense à chaque instant comme le football, caresser les mots, voilà, on va sortir de cette crise. Alors, le basketball guinéen, quand même, ces derniers temps, on est constant dans ces différentes compétitions. Quand même, on félicite ces enfants, c'est une très belle prouesse. Ils ont quand même ramené ce trophée en Guinée, qui est historique, et puis on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est extrêmement aussi important, mais à la maison, quand même, ça ne travaille pas. La Fédération guinéenne de football, il y a des bisbilles, il y a des litiges et tout. Même, il y avait 2 camps, il y avait 2 présidents au niveau de cette fédération. Et jusqu'à date même, il n'y a pas un championnat pour le moment au niveau de la Fédération guinéenne de football. Et le seul club qu'on a qui représente la Guinée, c'est le SLAC. Tout dernièrement, il y avait un problème même au niveau de ces clubs. On a vu SLAC tout dernièrement qui ont très mal représenté la Guinée parce qu'administrativement, ça n'allait pas. Quand même, Sakoba, il est en train de se battre pour que la Guinée soit tout le temps présente dans les compétitions pour mettre en jambe nos athlètes. Mais il faut encore remercier ces binationaux qui sont déjà à l'étranger, qui viennent tout le temps renforcer nos équipes. Mais je pense que dans un cadre général, on ne va pas tout le temps compter sur ces binationaux. Il faut qu'on arrive à s'implanter au niveau de la base, avoir un championnat digne de nom et surtout au niveau de ces pépites, avoir des infrastructures dignes de nom. Il faut qu'on ait des tartans ou quand même pour que nos athlètes arrivent à sortir, pour qu'ils arrivent à jouer sur le plan international dans des conditions qui sont aisées. Mais laissez-moi vous dire, tout dernièrement, ce sont les binationaux qui sont en train de nous aider. C'est extrêmement important. Eux, quand même, ils sont en train de se démarquer pour afficher le drapeau guinéen sur le plan international.
mais il ne faut pas qu'on nous laisse endormir par ce trophée. Il faut qu'on arrive à travailler à la base parce que le basket guinéen, à la base, ça ne travaille pas. Ils sont en train de se battre, mais ça manque un peu de soutien, ça manque de professionnalisme. Oui, justement, au niveau de la FEGIFOOT, parce que moi, je vais bien l'entendre, puisque c'est rare d'entendre, il faut le reconnaître, hein, parce que même au niveau de la corporation, des journalistes, nous avons des journalistes pro, anti, c'est extrêmement difficile. On met le professionnalisme à côté. Moi, j'écoute presque tous les journalistes sportifs, mais quand même, quand vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on appelle une partie prise très affichée. Et c'est extrêmement important de le rappeler encore une fois. Et pour finir, qu'est-ce qu'il faut justement pour que nous sortions dans cette situation que plus jamais ce que nous avons vécu par le passé justement ne revient plus et que le football justement puisse être dirigé par des personnes qui ne cherchent pas que de l'argent, mais justement pour aider le football. C'est une question de mentalité. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec le ministre des Sports qui m'a parlé, qui va changer les ondes. Le ministre des Sports que nous allons inviter peut-être la semaine prochaine dans cette émission, le Scanner. Bien, je l'ai dit, monsieur le ministre, il ne s'agit pas de changer les ondes, mais il faut qu'on change de mentalité. Prenons l'exemple sur le Sénégal. Ils ont un entraîneur, c'est pas parce qu'Aliou Cissé a le niveau par rapport à Kaba Diawara, il n'est pas assez expérimenté, mais il est entouré par des bonnes personnes qui ont envie que cet entraîneur arrive à avoir des bons résultats. Donc, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on arrive à prendre l'exemple sur le Sénégal, l'exemple sur le Maroc, qu'on laisse les intérêts personnels à côté, qu'on met en avant le football guinéen comme l'a fait le AFIA 117, qu'on arrive à être patriote d'abord, c'est extrêmement important. Mais si les membres statutaires, si les membres du CONOR, nous les journalistes, les encadreurs, si tout le monde est corrompu, on ne peut pas avancer. Je vous dis aujourd'hui en Guinée, pour être dans la sélection nationale, les U16 et consorts, il faut avoir les moyens. Il faut que ton président du club arrive à avoir les moyens. Et un journaliste sportif, pour que tu voyages, il faut être derrière un médecin, il faut être un troubadour. Pour vous dire aujourd'hui, moi je suis le chargé de com de la Flamme olympique de Guinée, qui est d'accord avec le président KPC. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a des anomalies, je vais dire, parce que c'est mon avenir qui m'intéresse et l'avenir du football guinéen. Donc, monsieur, il faut qu'on change de mentalité. Quand on change de mentalité, on va avoir un beau résultat, on va ramener la CAN. Mais quand on fait semblant de changer de mentalité, on va tout le temps mettre en suspense la population guinéenne et leur donner de l'espoir. Ils vont continuer à crier Syrie nationale, et vers la fin, on va se limiter au niveau des quarts de finale et on va continuer dans l'amateurisme. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut attendre le retour d'Antonio Souaré ou d'un ancien président de la FEGIFOOT, puisque vous dites que rien n'a changé? Quand même, KPC nous dit que ça ne l'intéresse pas. Antonio Souaré, point d'interrogation, on est en suspense. En tout cas, ce sont ses enfants, ce sont ses petits qui vont revenir encore pour gérer le football guinéen. Ce qu'on ne souhaite pas. Mais ce qu'on souhaite, Sega Diallo, c'est un ancien petit d'Antonio Souaré. Laissez-moi vous dire. Que pensez-vous de la contradiction? Il faut avoir les fonds de la FIFA dont vous avez parlé là. Exactement. Mais vous dites que ça ne va pas marcher. Est-ce que les fonds nous arrangent seulement, sans structure derrière? L'objectif, c'est d'avoir ces fonds. Mais est-ce que ces fonds seront très bien gérés? L'objectif, c'est pour que la Guinée arrive à avoir des infrastructures. Mais il faut que l'État arrive à savoir, on ne peut pas compter que seulement sur ces fonds. On a vu le stade de Diamniadio, c'est un stade digne de nom. Il faut que l'État arrive à mettre un budget en place pour qu'on arrive à avoir des infrastructures, pour que la CAF et la FIFA arrivent à nous accompagner et chercher des hommes intègres, c'est extrêmement important, et renforcer la capacité de formation des dirigeants du football guinéen qui manquent un peu de formation. Et je vous dis aujourd'hui, il y a de ces membres statutaires qui ne maîtrisent pas les statuts de la Fédération guinéenne de football. Amadou Major Diallo, notre consultant des questions de sport dans cette émission, le Scanner, et pour toute la rédaction politique même de Kavi Média. Merci pour toutes ces explications qui nous ont quand même permis de comprendre un peu ce qui se passe réellement du côté de la Fédération guinéenne de football. Merci beaucoup et sachez que je suis entièrement à votre disposition. Merci. Demain, nous parlerons de l'ANAD avec la signature solennelle de la charte révisée qui se tient à l'instant même du côté de Amdallah au QG de l'UFDG. Alpha Diallo va s'intéresser à ce sujet pour nous. Demain, nous aurons comme invité Dr Faya Milimono du bloc du BL. Avec lui, nous parlerons de transition. Alpha Diallo, nous sommes aux portes à la fin même de cette émission. Merci pour toutes ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à tous les spectateurs. Et demain, nous comptons vous retrouver pour les détails de la cérémonie, la signature de la charte. On va essayer de nous
forcé. Ok. De l'autre côté, Yaya Diallo qui m'a aussi accompagné, l'autre chroniqueur même de cette émission, Le Scanner. Merci Yaya. Merci Abdallah. Merci aux équipes techniques à la télé, Vabakou Ivogi, Robert Kourouma, Assanso, Salif Bangoura, réalisation Michel Ouamounou et infographie Gabriel. À la radio, il y avait Mohamed Yatara, Kande Sankon, la production assurée par Alpha Silla et le tout chapeauté par le directeur technique Oumar Diallo. On se retrouve demain pour un autre numéro du Scanner. Restez en compagnie des programmes de Kavi Média, le média du développement.